Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Et oui, ne vous est-il jamais arrivé de douter de vos orientations professionnelles, de vous lever le matin sans passion et de vous sentir piégé ? #orientation professionnelle éclairée, c'est le podcast qui va vous faire partager le quotidien de personnes aux parcours différents avec des récits singuliers, passionnants et ouverts à tous. Alors tendez l'oreille, ici c'est Ho. Aujourd'hui, nous accueillons Emeline. Elle est actuellement dans sa dernière année d'études pour devenir prothésiste dentaire. Elle a toujours été très manuelle et perfectionniste depuis toute petite. Alors c'est après s'être orientée vers une seconde générale qu'elle va se questionner sur son orientation. Pourquoi pas un CAP, un bac pro, les métiers du bois ou bien une école de production. Bref, elle s'est servie des JPO pour se décider et faire des choses qui avaient du sens. Le bac en poche, elle décide de faire un BTS IPM, industrialisation produits mécaniques. Mais sa vision des choses va changer. Je vous laisse écouter la suite pour en savoir plus. Bonjour Emeline, bienvenue dans notre podcast. Alors j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, l'âge que tu as et la formation dans laquelle tu es actuellement. Bonjour, alors voilà, je m'appelle Emeline, j'ai 23 ans. Actuellement, je suis en formation BTS prothèse dentaire. Et voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait remonter un petit peu dans le temps et se concentrer déjà sur le collège ? Donc, tu étais quel genre d'élève au collège ? Alors, moi, au collège, j'étais une élève plutôt timide et plutôt introvertie. Donc, j'essayais de me fondre dans la masse. Mais j'étais quand même assez sérieuse. C'est-à-dire, je travaillais pas forcément... je faisais mes devoirs, mais j'en faisais pas plus, en fait. Mais je faisais mes devoirs. Comme souvent les collégiens, même à l'heure actuelle. Voilà. On fait déjà ses devoirs, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu avais du coup des passions, des choses qui t'intéressaient plus que d'autres au collège ? Oui, mais en fait, pendant les cours qui m'ennuyaient, je passais mon temps à dessiner. Et parce que j'aimais vraiment ça. Et voilà, donc moi, ma poursuite d'études que j'aurais souhaité, ça aurait été de rentrer dans une école d'art. Le problème, c'est que je savais pas pour trop quoi y faire, en fait. Ouais. Enfin, pour quel métier avoir à la suite de ces études. Ouais, je vois. Et donc, au collège, tu vas déjà commencer par nous expliquer, à partir de la 3e, le moment où tu as dû t'orienter, finalement, pour le lycée. Donc, tu t'y es pris comment ? Tu t'es orienté où ? Pourquoi ? Alors, pour moi, c'était un moment un peu angoissant, la 3e, parce que voilà, il fallait faire le choix qui allait être décisif pour notre avenir. Et je ne voyais pas vraiment quoi faire, en fait, comme choix. Et en fait, moi, étant plus manuelle, je me suis dit, je ne vais pas faire 10 ans d'études, donc je vais essayer plutôt de m'orienter vers un bac pro. Et parce qu'autour de moi, on m'avait déconseillé un CAP, me disant que c'était inintéressant, que j'allais perdre toutes mes compétences là-bas et tout ça. Donc je suis arrivée, j'ai trouvé un bac pro qui me semblait me correspondre en infographie. Il était où ce bac pro ? À la SEPR. À la SEPR. Et donc je me suis inscrite dans ce bac pro. J'avais aussi rempli ma liste de vœux pour des lycées. On peut en parler peut-être. Donc nous on est à Lyon. Donc tu avais fait quel vœu à l'époque pour les lycées ? J'avais fait la Martinière Diderot, et parce qu'il y avait une option ST2A, un bac pro ST2A, Jean-Paul Sartre à Bron. J'avais également mis le lycée Lumière parce qu'il y avait une option art plastique et photo. Donc du coup, tu demandes ce bac pro. Voilà, donc j'avais une très bonne moyenne en art plastique, donc j'avais 18 quasiment tous les trimestres. Le problème, c'est qu'à cette époque, je sais pas comment ça se passe actuellement, mais il y avait une sélection sur dossier, mais sélection informatisée. Il y a toujours une. Moi, étant dans les moyennes dans les autres matières, eh bien, ça me faisait descendre ma note et je suis passée loin derrière tout le monde. Ouais. Donc comme il n'y avait pas beaucoup de place dans cette formation, j'ai pas été prise. D'accord. Et tu l'as su quand que t'avais pas été prise ? Je l'ai su, je sais plus, mais en fait c'était pas vraiment grave pour moi en soi parce que j'avais déjà un bac, j'étais inscrite en bac pro en infographie. Ouais. Le problème c'est qu'en juin, la SEPR m'appelle en me disant bon, excusez-nous, c'est la première année que ça vous arrive, mais malheureusement on n'a pas l'autorisation d'ouvrir la section. Ah. Donc je me suis retrouvée à me dire mince, qu'est-ce que je vais faire ? Et là je me suis en fait je suis retrouvée dans le choix en fait qui m'avait été affecté. Ouais, donc, de ta liste de... Donc le lycée Lumière. Bon, j'avais une petite question déjà pour commencer. Pour toi, maintenant que t'es un peu plus âgée, c'est quoi finalement être manuel à 14 ans ?
Parce que tu dis que toi, t'étais manuel. Est-ce qu'on peut se considérer manuel du moment où, je sais pas, on a monté un meuble Ikea avec ses parents ou, enfin, tu vois, ce genre de... Non, moi, je me suis toujours sentie manuelle parce que dès toute petite, j'ai jamais dessiné. Et puis, j'étais minutieuse, en fait. C'est-à-dire, je passais du temps à faire des petites sculptures, de la pâte à modeler, mais des choses très précises. Et c'était même un peu long, des fois, pour ceux qui étaient autour de moi. Bon, voilà. T'avais ce souci du détail dans les matières, finalement, t'aimais bien toucher les matières, tu disais la pâte à modeler, dans les sculptures, les choses comme ça. C'est vrai que c'est aussi une orientation, enfin, pour pouvoir se dire, voilà, je suis manuelle parce que, du coup, j'aime le contact avec la matière ou des choses comme ça. Pour ceux qui se poseraient la question s'ils sont manuels ou pas, d'ailleurs. Donc, on va rebondir. Tu passes ta seconde au lycée Auguste-Louis Lumière. Comment ça se passe ? Ça se passe, on va dire, assez bien. C'est vrai qu'en tant qu'individu, je me suis retrouvée, on était 6 classes de seconde, je crois. Donc, c'était une énorme fourmilière. J'étais vraiment un peu perdue dans tout ça. Mais bon, au niveau des notes, j'étais dans la moyenne. Donc, le professeur ne s'intéressait pas forcément à moi particulièrement parce que j'étais pas un problème. J'étais pas excellente non plus. Et puis, donc moi, je me suis dit, si je continue en bac général, soit je vais faire un bac L, parce que le bac L, pour moi, c'était le plus évident, parce que j'aimais beaucoup quand même tout ce qui était analyse de texte, littérature, philosophie. Moi, c'était des choses qui me parlent. Le problème, c'est que pendant cette année de seconde, nous avons étudié du Zola et d'autres auteurs comme Phèdre. Et en plus, c'était vraiment pas très réjouissant, c'était un peu déprimant, pour tout dire. Et j'étais vraiment pas attirée en fait par ça. Ouais, ça me fait des souvenirs, l'air de rien. T'étais pas trop attirée par ça, et l'option art plastique à côté, comment ça se passait ? Ça se passait bien, mais c'était qu'une option. Donc, c'est à raison de combien d'heures par semaine ? Tu faisais quoi ? Je crois que ça devait être quelque chose comme 3 heures par semaine. Avec l'option photo, je crois. Ouais. Mais c'était assez intéressant parce qu'on faisait des petits croquis, des choses comme ça, mais j'ai pas trouvé ça très... de l'art plastique, quoi. C'était pas des choses incroyables. Si, on avait fait une exposition photo aussi, mais pareil, c'est quand même un monde assez particulier, en fait, le monde des artistes, quand même. Parce que moi, il y a des choses que je comprenais pas. Par exemple, quand on m'a expliqué que Jackson Pollock, si je ne me trompe pas, lui, son but c'était de boire, de fumer pour après lancer des couches de peinture sur une toile étendue au sol. Et c'est dans les œuvres qui sont les plus chères dans le monde de l'art contemporain. Mais j'ai pas compris en fait. Voilà. Et je me suis dit, mince, moi c'est pas mon optique dans l'art en fait. Et voilà, donc je me suis dit, bon. Je me suis dit, en fait, c'est pas grave si je fais pas une école d'artiste. Je me retrouverai ailleurs. Ouais. C'est marrant parce que j'avais une discussion comme ça il y a pas très longtemps avec certaines personnes qui avaient un peu cet avis, un peu comme toi, en se disant, voilà, quand on veut être artiste, il faut avoir quand même déjà une gamberge qui est assez particulière, surtout que tu te donnes toi dans ton œuvre. En fait, c'est pas quelqu'un, tu peux pas faire semblant quand tu fais de l'art, je pense, et on était plutôt d'accord avec les personnes avec qui j'en discutais récemment. Et du coup, c'est une expression de soi finalement qui est hyper puissante, parce que si on est très dépressif, et on va le devenir encore plus, parce que du coup, on va essayer de sortir ça sur une toile ou sur notre médium qui sera du coup considéré comme une œuvre d'art. Donc c'est vrai que le monde de l'art, c'est super intéressant, mais c'est un monde quand même assez particulier. On va dire qu'on n'est pas maîtresse quand on fait de l'art, quoi. C'est pas les mêmes problématiques. Voilà. Du coup, on poursuit. Donc ta seconde se passe plutôt bien. Et... Voilà, donc en fait, pendant mon année de seconde, j'ai cherché du coup à me réorienter pour l'année d'après. Et du coup, je me suis penchée vers l'ébénisterie, parce que voilà, on avait confectionné un poulailler avec mon frère, et c'était vraiment... Enfin, en fait, ça tourne toujours autour du fait que je suis manuelle, donc en fait, j'ai vraiment adoré. Et mais en fait, avec le recul, je pense que c'était plutôt le projet, en fait, qui m'a emballé, le fait de construire quelque chose, et pas forcément le travail du bois, au final.
Et donc quand je suis arrivée donc en école de production à Boisard, une école qui se situe à Vaux-en-Velin. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe des écoles de production, c'est vraiment un concept auquel j'adhère entièrement. Ouais. C'est-à-dire les élèves donc, sont dans une école, mais l'école a des clients. C'est-à-dire que les élèves répondent aux commandes de clients réels. Donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, pendant mon année de seconde, j'étais en quête de sens aussi au niveau de mes études, au niveau de mon travail. Parce que on était là à étudier du zola et je ne voyais absolument pas l'intérêt, mais vraiment pas. Et c'était quand même, j'avais l'impression de perdre mon temps et ma vie. Donc voilà, et en fait le fait de me dire c'est super, je vais intégrer une école où on va me former, je vais répondre à des clients réels, les clients je vais pouvoir les rencontrer, donc si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont me le dire, donc voilà, ça responsabilise vraiment beaucoup, je trouve. Et donc voilà, j'ai intégré l'école en CAP ébénisterie parce qu'il y avait qu'un CAP. Le problème, c'est que j'ai fait juste un petit test et puis je me suis rendu compte qu'effectivement le travail du bois c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait. Et puis est-ce que tu peux, avant d'aller plus loin, me dire un peu plus en quoi ça consiste ce CAP donc il y a la partie construction, mais quand on dit travail du bois, quel type de travail? Non, en fait, justement, ce CAP ébénisterie n'existe plus maintenant. Maintenant, c'est juste oui, parce que c'était aussi, à l'époque où je me suis inscrite, on m'a dit que c'était un secteur qui était très sinistré. C'est-à-dire, pour faire ébénisterie, il faut avoir un projet concret derrière. Par exemple, faire l'outil ou je sais pas, c'est le seul que j'avais retenu. Ouais, c'est déjà bien, bon, si vous voulez être luthier, par exemple. Mais en fait, maintenant, ça se fait juste en option, c'est-à-dire en option complémentaire du CAP menuiserie. Voilà. Et il y a aussi de la marqueterie. Donc la marqueterie, c'est très beau aussi, c'est le travail du bois, mais c'est du bois découpé en lamelles qu'on va tailler et qu'on va insérer de manière un peu comme une mosaïque, mais vraiment en formant un dessin. On en trouve souvent dans les beaux meubles du 15e, 16e, 18e siècle, dans les armoires ou les choses comme ça. Ouais, il y a beaucoup de marqueterie dedans, c'est très beau. Si vous allez au musée, ça peut être intéressant. Un château des fois. Aussi. Par exemple. Du coup, tu fais ce CAP, tu le poursuis en entier. Enfin, comment ça se passe? Non, c'est vraiment, en fait, j'ai juste fait la journée, en fait. J'avais pas compris que tu... J'ai fait la journée de test et on m'a dit, oui, c'est bon, tu peux venir. Mais en fait, je me sentais pas à l'aise, en fait, vraiment pas. Avec un ciseau à bois dans les mains, c'était pas pareil que... Je sentais pas vraiment bien. Et en fait, j'ai fait le tour de l'école, j'ai fait une porte ouverte et en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres secteurs. Et j'ai découvert un métier là-bas qui était le métier de la mécanique générale. Donc mécanique générale, non, ce n'est pas des voitures, c'est le travail sur des machines à commande numérique ou des machines traditionnelles. Mais bon, en fait, tous les objets qu'on a autour de nous, la plupart sont confectionnés grâce à des machines sur lesquelles nous avons monté des outils. Par exemple, les tours à bois, je pense que c'est un peu plus parlant peut-être. Les tours à bois, c'est quand on met... en fait, il y a un axe, on met une pièce en bois au centre, et puis après, on peut venir avec des outils, par exemple un ciseau, et puis la machine, elle tourne, et on pose juste le ciseau à un endroit, et ça fait la forme sur la révolution de la pièce. Et voilà, donc en fait, les machines-outils, c'est appliqué surtout au domaine de l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire, aéronautique, automobile aussi également. Voilà. Donc c'est un très grand, un très grand secteur. Et le métier du coup mécanicien outilleur peut être très différent en fonction de là où il est appliqué. C'est-à-dire si on se retrouve dans une entreprise à faire des pièces pour le médical, ça ne va pas forcément être les mêmes compétences et les mêmes machines, les mêmes attentes, des pièces de mécanique auto, des pièces d'aéronautique, ou voilà, plein de choses comme ça. Donc du coup ça t'a vachement intéressée. Voilà, parce qu'il y avait quand même cette notion de précision en fait, parce que ce sont des machines qui sont extrêmement précises. Et moi, je me suis dit, ça va me plaire, c'est super. Et puis, il y avait aussi une grande part de lecture de plans,
Voilà. Et moi, c'est vraiment... ça reste du dessin industriel, mais bon, c'est quand même la lecture de plans, se repérer dans l'espace et tout, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait donc, et dans lequel je me sentais à l'aise. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette formation. Du coup, comment on intègre ce genre de formation ? Alors, donc dans l'école de production, on voulait pas que je fasse un bac pro sans passer par le CAP. Donc, étant donné que j'avais déjà une année de seconde générale, on m'a expliqué que je pourrais faire le CAP qui durait 2 ans en 1 an pour après, par la suite, intégrer un bac pro en 2 ans. Ok. Donc, c'est ce qui a été fait. L'avantage de cette école de production aussi, c'est que on travaillait sur des machines traditionnelles, mais aussi sur des machines à commande numérique. Mais en fait, dans la plupart des écoles qui enseignaient cette formation, il n'y avait pas la partie machine traditionnelle, travail du métal à la lime et tout ça. Et donc, c'était vraiment un plus. Donc, c'était intéressant de voir tout ça. Et donc après, voilà, c'était une école aussi qui était vraiment à taille humaine en fait. C'est-à-dire on avait des sections de 10 élèves. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Ça me correspondait vraiment beaucoup mieux. Ah oui, il y a une petite particularité aussi, c'est que j'étais la seule fille j'allais y venir. de l'atelier de mécanique productique. Et puis la seule fille à cette année-là de la promo de toute l'école. Quand je m'étais inscrite, on m'avait promis qu'il allait y avoir au moins 2 filles, mais en fait, elles ne sont jamais arrivées. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Elles ont choisi notre orientation. Sûrement, il faut croire. Donc, top. Du coup, ça se passe plutôt bien en soi. Oui, ça se passe plutôt bien en soi, voilà. Après, effectivement, me retrouver la seule fille, ça avait ses avantages et ses inconvénients. Mais non, dans l'ensemble, j'ai très bien vécu et ça a été très formateur en tout cas pour moi. J'ai pu notamment assister à des conférences, notamment parce que l'école travaillait en partenariat pour des projets de Formula Student. C'est un concours d'école d'ingénieurs en fait, qui fait concourir des voitures qui créent eux sur des parcours de Formule 1. Et l'école, du coup, fabriquait des pièces pour ces élèves ingénieurs qui nous conviaient à différentes conférences, réunions, tout ça. Okay. Et aussi, j'ai pu participer notamment à plusieurs salons et forums pour promouvoir un peu l'école et la faire connaître. Là, du coup, t'en parles un peu ? Oui, c'est quand même une école qui restait dans mon cœur. Mais le nom de l'école, tu peux me le rappeler ? Boisard. Voilà, c'est ce qui me semblait. Hop, comme ça, on est d'accord, parce que vu que tu parlais de Waouh, je vais avoir du mal à le dire. L'ébénisterie, et que tu as rebondi, je voulais être bien sûre que ça soit cette école-là, qui est du coup recommandée. Donc, tu finis par avoir ton bac ? Oui, je finis par avoir mon bac, enfin. Après, du coup, 3 ans. Après 3 ans, du coup. Plus une seconde générale, ou c'était... du coup, c'est ça. 4 ans, c'est ça. 4 ans, donc une seconde générale, puis une année de CAP et 2 années de bac pro. C'est ça. Et donc, à la fin, quand on obtient son bac, qui est déjà spécialisé, oui. Comment on fait pour continuer à s'orienter ? Est-ce que tu t'es dit je vais continuer mes études ? Non, c'est bon, je m'arrête là, je cherche du travail. Pourquoi du coup ? Alors, en fait, je me sentais pas encore prête à rentrer comme ça dans le monde du travail. J'avais encore besoin un peu d'être réconfortée par le fait que j'étais encore en formation. Et du coup, l'alternance, ça me paraissait très intéressant comme parcours. Parce qu'en même temps, je ne me voyais pas non plus être à temps plein dans une école trop théorique. Parce qu'ayant été en école de production, j'avais quand même besoin d'un peu de concret dans ma formation. Et donc voilà, j'ai trouvé une alternance en BTS IPM, industrialisation et des produits mécaniques, pardon. Donc ça, c'est une appellation qui a changé depuis le temps. Mais ça change assez régulièrement dans ce type de BTS d'appellation, mais la formation, dans le fond, reste à peu près la même. Donc là, c'était pour... j'étais dans le CFA. Donc le CFA, c'est le centre de formation pour apprentis. Dans le CFA de l'AFPM.
Oh, ça fait beaucoup d'abréviations. Oui, ça fait beaucoup d'abréviations. Bon, la FPM, je ne saurais pas vous ressortir l'acronyme, mais voilà. Donc, voilà. Et non, ça s'est bien passé et dans l'entreprise et dans le CFA, c'était relativement bien. Comment t'as fait pour trouver ton entreprise? J'ai fait du porte-à-porte. Ah ouais, et ça marche le porte-à-porte? Oui. Parce que, en fait, au départ, j'ai envoyé plein de CV. J'ai fait une liste, j'ai téléphoné, C'était assez compliqué en fait. Ouais, souvent c'est compliqué. Il faut y aller un peu au culot au bout d'un moment en se disant bon, si on me prend pas parce que j'aurais envoyé un mail, ce qui est un peu la solution de facilité finalement, de se dire j'envoie un petit mail, on verra bien s'ils me répondent. Il y a quand même beaucoup de chances qu'ils ne répondent pas. En fait, il y a beaucoup de concurrents, donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens d'élèves qui envoient des mails et du coup il faut un peu essayer de réussir à se sortir du lot. Parce que les mails dans les entreprises n'ont pas forcément le temps de les lire non plus, donc ils les mettent de côté et puis après... Voilà. Ils disent bon, on reviendra dessus si on en a besoin, et puis après, bon, bah, c'est oublié. Exactement. Après, il y a aussi des plateformes sur Internet de recherche d'alternance. Ouais, t'as des noms, peut-être ou pas? Moi, je pense à Indeed. Beaucoup de personnes m'ont parlé d'Indeed pour l'alternance aussi. Je sais pas, sûrement. Indeed, j'avoue que j'ai créé un compte, mais je sais... D'accord, tu t'en es avec. Bon. Voilà. En tout cas, si vous voulez rechercher Indeed, c'est une très bonne plateforme déjà pour soit pour un premier travail, pour ceux qui seraient en recherche, ou en tout cas même pour un travail tout court, ou bien pour une alternance, ou même des stages parfois. C'est vrai qu'il y a des comment on appelle ça, des annonces voilà, pour des stages. Après, si vous voulez rechercher des entreprises de la région par secteur, vous pouvez aller sur le site de la Chambre de commerce et l'industrie. Et en fait, c'est des entreprises qui sont référencées. Et en fait, donc on peut très bien chercher l'entreprise par secteur. Ok. Par la suite. Bah, c'est intéressant ça, tu vois, j'avais jamais entendu parler de cette plateforme, en fait, tout bêtement. Donc voilà, vous avez l'info. Bon, bah, on continue, on va voir comment tu as évolué par la suite. Donc cette recherche d'alternance, du coup, elle se concrétise? Oui, bien sûr, elle se concrétise. Et elle se concrétise parce que je me dis c'était un peu providentiel comme trouvaille, parce que moi je ne me voyais pas être dans une entreprise où on fabrique d'énormes pièces. Et voilà. Et puis en plus, j'avais le temps qui commençait à manquer parce que j'étais en train de passer mon bac pro. Ouais. Et en fait, entre deux épreuves de bac pro, j'allais déposer mon CV de porte-à-porte et j'ai fait seulement 2 entreprises. Ouais. Et il y en a une des 2 qui m'a pris. Donc, super. Voilà. Et ça s'est bien passé? C'était une entreprise qui faisait des pièces médicales. Ouais. Donc c'était tout petit, donc ça m'allait bien. Tu la recommanderais? En fait, le problème c'est que je suis pas restée en tant qu'apprentie. Et j'étais à la troisième apprentissage qu'ils prenaient. Sur les 3, du coup, ils ont pu garder un seul des apprentis. Ah oui, d'accord. Donc, ils étaient un peu dégoûtés que je parte. Mais en même temps, l'apprentissage, c'est un contrat, c'est un CDD. Ouais. Donc, il n'y a pas de promesse d'embauche à la fin. Enfin, à part si votre employeur l'a fait en amont. Mais, le contrat d'apprentissage, c'est vraiment fait pour la formation, en fait. Et la contrepartie, c'est que voilà, vous travaillez dans l'entreprise aussi. Mais c'est pour ça aussi que c'est très dur en fait de trouver un apprentissage, parce que actuellement les lois pour la formation des apprentis ont augmenté en faveur les salaires des apprentis ont augmenté en fait. Ouais. Et du coup, c'est un coût supplémentaire pour les entreprises forcément. Donc forcément, si la formation leur revient plus cher qu'à mi-temps, c'est plus rentable pour elles. Donc c'est toujours le problème en fait quand on cherche une alternance, c'est vrai, hein, quand tu cherches quelque chose pour travailler et en même temps poursuivre des études, et c'est vite compliqué de trouver souvent une entreprise qui te prenne, c'est le plus dur. Mais bon, c'est quand on trouve, on est content. Mais après pour les entreprises aussi,
elles peuvent très bien, au préalable, avant d'embaucher un apprenti, faire signer une sorte de contrat comme quoi l'apprenti, à la fin de sa formation, devra travailler tant d'années au sein de l'entreprise. Ouais, histoire que la formation en gros, sur laquelle lui, il aura été affecté dans l'entreprise, ça porte ses fruits, quoi, finalement, qu'il puisse te garder pendant X temps pour que tu finisses par être rentable. De toute façon, c'est toujours une question de rentabilité. Donc, voilà. Oui, au final. Et elle s'appelle comment, cette entreprise de pièces médicales? Phoenix Technologies. Ok. Bon, eux, ils prennent. Si on peut dire ça comme ça. Quand je suis partie, ils m'ont dit que c'était la dernière apprentie qu'on a pris. Ah, bon, eux, testez. Si jamais ça peut vous intéresser, testez. Du coup, BTS. Après, quand ils m'ont embauché en apprentissage, mon optique, c'était de rester dans l'entreprise, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça. Et pourquoi t'es partie? Pourquoi je suis partie? Parce que, déjà, entre-temps, la dernière année de mon BTS, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Et qui l'est qui est devenu mon mari. Donc forcément, ça a un peu bousculé mes plans parce que je me suis en fait beaucoup plus projetée en fait dans la vie d'adulte, mais je me suis dit en fait oui, effectivement, j'ai envie de me marier dans quelques années. Et du coup, dans quelques années encore après, j'ai envie d'avoir des enfants. Ouais. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait est-ce que mon travail sera toujours en adéquation en fait avec ta vie personnelle, la vie personnelle et tout ça. Et du coup ça aurait pu l'être pour le métier que j'effectuais, mais en fait c'était vraiment au niveau personnel, je me sentais pas assez épanouie en fait dans ce travail-là. Parce que en fait c'est vrai que moi je suis manuelle au début et en fait le côté manuel, la programmation des machines, c'est juste moi ça m'allait plus parce que je n'avais plus assez de ce côté manuel là parce que effectivement en école de production on avait encore des machines traditionnelles et tout ça, donc il y avait quand même plus de côté manuel et puis voilà, mais en fait je m'étais dit aussi que éventuellement j'aurais pu travailler en bureau d'études pour la conception de plans et tout ça, et finalement je me suis rendu compte que pas 24 heures sur 24. Pas tous les jours, du matin au soir. C'est vraiment... Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire des stages, et vraiment. Parce que c'est en faisant des stages, en étant immergé dans le monde du travail, qu'on se rend compte de la réalité des choses. Ouais, je pense que c'est un vrai problème actuellement. On ne propose pas assez de stages obligatoires. Finalement, on propose peut-être un petit stage obligatoire d'1 semaine ou 2 en 3e. Encore, ça dépend pour qui, parce que voilà, si t'es dans un collège déjà orienté, finalement, ils vont peut-être t'en faire plus, notamment quand ils savent que les étudiants, ou en tout cas les élèves, pour le coup, vu qu'ils sont encore un peu jeunes, vont s'orienter sur un bac pro ou quoi, on va faire plus de stages. Mais c'est vrai qu'on est en manque total. Et puis, quand on est en vacances, on est tous passés par là, on a tous eu 12, 13, 14, 15 ans, on n'a pas envie d'aller pendant ces 2 semaines de vacances, aller 1 semaine tester une entreprise, c'est souvent fatigant, on préférait faire la grasse matinée, etc. Mais pour le coup, ça a une vraie valeur d'en faire, parce que de se rendre compte le plus tôt possible de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, c'est intéressant, et ça évite à certaines personnes d'arriver à la fin de leurs études avec un bac+5 en disant j'aime pas, maintenant je fais quoi? Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des questions à se poser, mais quand on est dans les études, on s'en rend pas forcément compte en fait, parce que en fait c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve qu'on choisit plus une formation plutôt qu'un métier. C'est vrai. Et ça c'est bien, oui et non en fait, parce que c'est court, la formation, ça s'arrête. C'est vrai, après il faut voir pour la suite, est-ce que ça va me servir pour le métier que j'ai envie d'effectuer? C'est ça. Bon, après moi, donc voilà, pour revenir à mon histoire, je me suis dit, comment je fais? Parce que là, concrètement, effectivement, oui, travailler sur les machines, j'aime bien, mais à un moment donné, je trouve que c'est rébarbatif si je fais que ça. J'ai besoin de ce côté manuel, parce que sinon, concrètement, je suis pas bien. Ouais. Et voilà, donc il faudrait que je trouve un métier qui allie tout ça. Et en fait,
le métier de prothésiste dentaire, c'est imposé à moi, on va dire. Comment il s'est imposé, du coup, ce métier? T'en as entendu parler comment? Parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours, on se lève un matin, on se dit, tiens, prothésiste dentaire, c'est parti. Alors en fait, un an auparavant, j'avais accompagné une amie à un forum des métiers, et puis on était tombés sur ce métier-là, et puis je me suis dit, mais je connaissais pas du tout, en fait, c'est intéressant. Et je pensais vraiment, mais à mon amie, en fait, que ça aurait été bien pour elle. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être bien pour moi aussi. Et puis effectivement, quand je me suis inscrite, c'était un peu hâtif comme déroulé en fait, parce que j'ai pensé à ça dans les épreuves de mon BTS, donc j'étais début juin. Ouais. Et en fait, début juin, et voilà, fin juin, je me suis retrouvée prise dans une école. Ah oui, c'est-à-dire donc on enchaîne. Voilà, donc début juin, je pose la question, je regarde je me renseigne et tout. Une semaine après, je téléphone à l'école, elle me dit « Ah bah c'est super, on fait une journée porte ouverte, ça sera aussi, on fera un petit test pour voir si vous pouvez être admissible. Ouais, admissible. » Et puis voilà, donc c'était le week-end d'après, donc voilà. Ça allait très vite. J'arrive. Et en fait, les portes ouvertes de cette école, en fait, moi je m'attendais vraiment à des portes ouvertes, c'est-à-dire on allait voir les élèves qui travaillaient, on allait leur poser des questions et tout ça. En fait, pas du tout. En fait, ce qu'ils entendaient par porte ouverte, c'était plutôt une journée d'information où voilà, on arrivait, ils nous faisaient un beau PowerPoint avec voilà l'école, la présentation, leurs différents campus et tout ça. Mmh. Et puis voilà, différents parcours de trois élèves qui avaient eu des parcours prestigieux, notamment grâce à qui était médaillé d'or au niveau national du concours de l'un des meilleurs apprentis de France. Ouais. Et en fait, voilà, donc avec un test de dessin, donc dessiner une dent, dessin technique. Donc moi ça va, je savais faire le dessin technique. Ouais, donc j'avais fait plus compliqué, j'avais fait des dessins avec des cotations. Là je me retrouve avec un dessin technique sans cotation. Je me suis dit bon bah ça va. Et après test de travail de la cire. Et donc ça va, j'ai réussi les deux tests et je me suis dit c'est sympa, enfin c'est bien. Ça pourrait te correspondre, ouais. Donc après on m'appelle voilà, j'en peux dire c'est bon, vous êtes prise à l'école et tout ça, je me dis mais c'est super. Ouais, ça va vite, voilà, c'est bien, les choses se mettent en place. Voilà, et puis je me suis donc là quand on se rencontre pour les modalités d'inscription. Donc on m'explique les tarifs et je me suis dit d'accord. Parce que c'est une école privée. Voilà, privée hors contrat en fait. D'accord. Et on a du coup. Alors qu'est-ce que ça veut dire privé hors contrat? C'est-à-dire privé, ça veut dire que c'est payant. Et hors contrat, ça veut dire que non seulement c'est payant, mais en plus ils n'appliquent pas le programme de l'éducation nationale, donc c'est pas reconnu par l'éducation nationale. Donc le financement de l'éducation, des régions, tout ça n'est pas possible. Donc les professeurs, il faut bien que quelqu'un les paye, donc ce sont les élèves qui les payent. Ouais, voilà. Okay. Donc c'est ça l'idée. Et moi je n'avais jamais j'étais très loin de ce monde des écoles hors contrat. Toi t'avais toujours été dans le public de toute manière. Dans le public, et je me suis dit c'est juste que voilà, c'est normal. En fait l'école m'a expliqué que c'était une pré... c'était 3 années de formation au lieu de... Enfin, 3 années de formation au total pour un BTS. Donc un BTS en 3 ans. Mais sachant que... Donc j'étais obligée de m'inscrire en BTS, mais moi je leur ai expliqué, je voulais juste 1 an de formation. Parce que, et ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, la première année, vous êtes obligés d'être en formation de toute façon. Donc à la fin de la première année, vous passez votre BEP. À la fin de la deuxième, vous passez votre bac pro. Et à la fin de la troisième, tu reviens en arrière, BTS. Toi. T'avais déjà ton BTS et t'es obligée de revenir. Wow. Mais après, c'est vrai que... surtout dans les métiers manuels, ce qui est vrai, c'est que on veut pas juste un titre d'études. Ouais. On veut des aptitudes en fait. Parce qu'on a beau avoir un bac plus 10, si on sait pas faire le métier, on n'y arrive pas. Enfin, c'est vrai. Voilà. Mais donc voilà, je me suis dit bon, et donc là, on m'explique que, moi en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que je pouvais faire, j'étais obligée de la première année de la financer si je voulais rentrer dans cette école, mais qu'à la fin de la première année, je pouvais, si je voulais, trouver un apprentissage pour terminer le cursus, et puis de toute façon, je pouvais, à la fin de la première année,
travailler en laboratoire si je le voulais, donc je pouvais arrêter les études. Et je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Bon, après, on m'avait dit, par contre, ça sera pas les mêmes tâches si vous avez fait juste 1 an d'études que si vous avez fait 3 ans d'études qu'on va vous confier en laboratoire. Oui. Effectivement, c'est vrai, c'est compréhensible. Donc, mais bon, moi, moi, j'avais vraiment compris que vraiment, si on voulait trouver une alternance, on pouvait, que ceux qui faisaient pas, c'était vraiment un choix, ou c'est parce qu'ils se bougeaient pas pour aller trouver, et que voilà, mais qu'on m'avait dit que, en plus, l'école, elle avait souvent des offres d'emploi en apprentissage. Je me disais, bah, c'est super. Donc, première année. Alors, comment se passe cette première année dans cette école? Parce que, attends, on parlait de tarifs un peu avant. T'as une fourchette? Ouais, entre 7 000 et 10 000 euros. Voilà. En comptant, parce qu'il y a l'année, il y a une scolaire qui est payante, mais après il y a aussi les fournitures qui sont à la charge des élèves. Forcément. Donc, sachant que ça augmente un peu tous les ans. Oui. Voilà. Tout est en inflation. C'est sûr. Voilà. Donc moi, je me suis dit, mais bon, au moins, c'est pas grave, on aura une bonne formation, j'aurai une bonne formation. Et en fait, quelle n'a pas été ma surprise quand je me suis retrouvée sur un forum dentaire en début d'année, l'école nous avait amenés, et là, donc on avait nos badges de l'école, bien en grand et tout. Et là, je me suis fait attraper par apparemment, c'est un professeur d'une autre école, donc je sais plus, je vais pas demander laquelle c'était. Mais il m'a dit d'où vous venez, quand il m'a demandé si c'était bien de l'école de laquelle je venais, ce qui était marqué sur mon t-shirt, j'ai dit bien sûr, tout de suite. C'est bien mon école. Et là, pendant 10 minutes, je me suis fait descendre en m'expliquant que je m'étais fait arnaquer, que en fait je m'étais fait arnaquer et que j'allais rien apprendre et là je me suis dit bah mince. Bah où est-ce que j'ai mis les pieds? J'ai pas compris là. C'est sûr. Et donc après j'en ai parlé un peu autour de moi et tout, et on m'a dit mais non, mais c'est parce qu'en fait il y a des conflits d'intérêts entre certaines écoles, elles sont jalouses les unes des autres et tout ça. Je me suis dit bon, d'accord. Peut-être et en fait j'ai appris plus tard que l'année d'avant moi, les premières années, ils avaient pas eu de prof pendant la moitié de l'année. Et là, tu dis... Et là, je me suis dit, ah, mince. Mais on paye qui, finalement? Voilà. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des histoires. Ouais. Voilà. Mais bon, après, moi, cette année-là, elle m'a quand même été... on a eu quand même un professeur qui est parti en milieu d'année. Donc, on a dû en avoir un... Bon, il a été remplacé. Moi, j'ai eu de la chance. Il a été remplacé par un professeur, mais bon... C'est pareil, c'est des professeurs, mais ils sont formateurs de base. Non, ils sont pas formateurs, ils sont professionnels de base. Ouais. Donc, ils sont professionnels, ils sont pas formateurs, justement. Ouais. Donc, il faut qu'ils attendent un temps d'adaptation pour apprendre à faire leurs cours, apprendre à gérer une classe, Bon, bref. Je passe les détails. Ah oui, à un moment donné aussi... En fait, j'étais très déçue par cette école parce que j'y allais avec d'immenses attentes. Et en fait, j'étais vraiment déçue parce que je me suis dit, bah mince, je l'ai vraiment trop idéalisé. Et en fait, voilà. Je me suis parce que des fois, il y avait des problèmes de classe aussi en sureffectif où il y avait des fois un professeur pour 2 classes en même temps parce que l'emploi du temps était fait comme ça. Mais le professeur, à un moment donné, il peut pas se dédoubler pour 30 élèves. C'est clair. 40, parce que le coût de classe, voilà. Mais, donc voilà. Après, c'est sûr que cette école, ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'on m'a fait passer le concours de l'un des meilleurs apprentis de France. Ouais. Ce concours, du coup, il m'a appris beaucoup de choses parce que c'était intéressant techniquement. On m'a fait faire des choses qui étaient un peu hors du programme. Donc et puis même au niveau personnellement, au niveau de l'estime de soi, quand on arrive à faire quelque chose et qu'en plus on nous dit c'est bon, vous avez une médaille d'argent, c'est super, on est super contente. C'est clair. Bon, la médaille, je l'attends encore. Parce que je l'ai jamais vue venir. C'est super. On m'a juste dit à l'oral que je l'avais, mais en fait, j'ai beau relancer, j'ai pas de réponse. Donc ils l'ont gardé eux. Donc je sais pas Non, mais en fait, sur les papiers, j'apparais pas non plus en tant que lauréate. Donc je pense qu'ils m'ont tout simplement oublié parce que j'ai changé d'école l'année suivante. Ouais. Mais je trouve que c'est un peu dommage. C'est sûr.
Bon, après, peut-être que c'est vraiment juste une erreur, ils ont perdu mes coordonnées, les mecs que j'ai envoyés ne sont pas arrivés, je sais pas. Donc, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, ils vont me dire « Oh, 30 ans plus tard. On avait une médaille pour vous !» Qui sait? Mais bon, voilà. En tout cas, donc quoi qu'il en soit, j'ai réussi à trouver une alternance. Ouais. Et tu disais que tu avais changé d'école. Oui, j'ai changé d'école. Parce qu'en fait, j'ai demandé un contrat d'apprentissage. Donc j'étais obligée d'aller dans un CFA, contrairement à l'école qui ne pouvait prendre que des contrats de professionnalisation. D'accord. C'est quoi la différence? C'est une question de tarif généralement. La professionnalisation, ça revient plus cher normalement aux employeurs. Après, ça dépend des métiers, ça dépend parce qu'en fait, il y a certains corps de métiers qui ont des caisses qui financent une partie. Enfin, c'est assez complexe. Mais en gros, moi, ça m'arrangeait d'avoir un contrat d'apprentissage. Ouais. Et puis, je pense que ça arrangeait mon employeur aussi. Ouais. Donc, pourquoi toi, ça t'arrangeait du coup? Je pouvais changer d'école. Ah oui, donc tout s'explique. J'avais envie de voir autre chose en fait. Et je savais qu'en apprentissage, ils étaient beaucoup moins nombreux. Ok. Donc là, je me suis retrouvée dans une classe de 6 personnes. Donc c'était quand même mieux qu'une classe de 30 personnes. C'est sûr. Et comment t'as fait du coup pour cette fois-ci bien t'orienter vers une bonne école et pas te faire entre guillemets avoir? Parce que du coup... Après, franchement, je regrette pas cette année d'école parce que ça m'a permis de... Voilà, mais en fait, je suis juste allée avec trop d'attentes et j'ai été... T'as un peu déchanté, quoi. Ouais, j'ai un peu déchanté en cours d'année, en fait. Et voilà, surtout que c'était quand même des sommes conséquentes. Et voilà, faut vraiment savoir que voilà, c'est pas parce qu'on paye un certain montant pour une école qu'on va forcément avoir des contrats, avoir des... voilà, c'est vraiment... faut faire attention, en fait. C'est parce que je sais que... si je m'étais endettée sur 3 années pour payer l'école et qu'au final, j'aurais même pas trouvé d'apprentissage, je me serais vraiment pas bien sentie, en fait. C'est sûr. Et voilà. Donc quoi qu'il en soit, le métier de prothésiste dentaire est en perpétuelle évolution. Donc c'est-à-dire le côté manuel qui me plaît énormément, et avec l'arrivée du numérique, la part du numérique augmente et la part du manuel réduit. Donc c'est qui est normal. Après c'est pas un mal en soi parce que effectivement il y a le numérique remplace beaucoup de tâches rébarbatives ou salissantes ou poussiéreuses, voilà, qui sont un peu nocives pour la santé, donc c'est pas plus mal. Après voilà, à voir. Faut vraiment savoir qu'il y a cette évolution dans le métier. Donc il y a notamment aussi les formations qui changent parce que avant dans le bac professionnel de prothésiste dentaire il n'y avait pas du tout d'informatique, CAO, et maintenant elle part, je crois que l'année prochaine elle va atteindre 80% de la formation. Ah oui, ok. Donc c'est vraiment une part très importante. Après, au dépend d'autres choses, comme par exemple l'apprentissage de la morphologie des dents, par le dessin technique. Après, je suis pas dans le rectorat, je ne sais pas le programme qu'ils ont créé. J'espère, je suis sûre qu'ils ont dû faire ça en fonction des attentes des employeurs aussi, parce que c'est quand même essentiel. Et de l'évolution du marché du travail. Ouais. Voilà. Donc en fait, moi, finalement, le parcours en usinage que j'ai fait, ça me sert énormément parce que j'ai quand même une connaissance des machines-outils qui rentre dans le... Bon, après, c'est pas le même type de machine-outils, mais ça reste des machines-outils. Donc la connaissance des machines-outils qui rentrent dans le métier de prothésiste dentaire. Et voilà, la connaissance de la CFAO. Ça va, au final, c'est pas... T'as pas perdu de temps. Voilà, j'ai pas perdu de temps, au final. Tout te sert et c'est ça qui est important de se rendre compte. C'est sûr. Quand même, il me semble que tu m'as pas exactement répondu, donc je vais un petit peu te relancer. Comment t'as fait pour, du coup, rechoisir une nouvelle école en étant sûre, du coup, que cette école en valait la peine? En fait, effectivement, j'avais pas répondu à ces questions parce que je me suis dit... je suis pas partie de l'optique de je vais trouver une bonne école pour bien me former. Je me suis partie de l'optique je vais trouver une bonne entreprise qui va me former, en fait. Ah oui. Parce que, en fait, c'est ça, l'avantage de l'alternance, c'est que, en fait, une alternance qui se passe bien, c'est une alternance où il y a une bonne entreprise, en fait. Que le CFA soit bien,
c'est sûr que ça aide. Même si le CFA n'est pas au point, on va dire, c'est vrai que c'est handicapant, mais pas autant que si c'était l'entreprise qui n'était pas... Que finalement, en termes de ratio de temps, tu passais combien de temps en entreprise, combien de temps ? 50-50. 50-50. Voilà. Donc finalement, c'est hyper important d'avoir une bonne entreprise qui sache te former. Ok, on a déjà fait un beau tour. Est-ce que pour la fin, le dernier petit mot, tu aurais un petit conseil à donner du coup à nos auditeurs ? Oui. Moi, je vous conseille de bien réfléchir, d'essayer de vous projeter un maximum pour vraiment réfléchir au métier que vous voudrez faire, mais aussi à la vie que vous voudriez avoir. Bien sûr, je parle de la vie personnelle, en plus de la vie professionnelle. Et aussi, je pense qu'il faut vraiment se dire effectivement, les choses ne sont pas figées, parce que avant, il y a 50 ans en arrière, on choisissait un métier, on y restait toute sa carrière. Maintenant, les choses elles changent, mais c'est aussi à double tranchant, parce que effectivement, quand on est jeune, c'est super, on peut changer d'entreprise et tout ça, mais à un moment donné, on peut plus, on n'est plus aussi. Au niveau managérial, un senior, ça commence à 45 ans, si je dis pas de bêtises. J'avoue, je peux pas. Donc, c'est vrai qu'à partir d'un moment, on a envie d'un peu de stabilité. Du moment où on va commencer à penser à achat de maison, des choses comme ça, c'est vrai que d'avoir un métier stable, ça permet d'aider pas mal. Oui, c'est ça que tu veux dire peut-être par double tranchant, ça peut être bien quand on est jeune de pouvoir tout le temps papillonner, faire plein d'entreprises, etc. Mais au bout d'un moment, on a besoin de se poser peut-être un temps. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait où au niveau de... le côté informatique, le côté assistance par ordinateur, ça arrive mais dans tous les métiers. Oui. Mais du coup c'est super parce que quand ça peut enlever des tâches qui sont un peu dégradantes ou qui sont répétitives. Mais le problème c'est que jusqu'où l'informatique va remplacer l'homme. C'est une chose. Certaines personnes disent qu'on n'aura plus de travail. Dans quelques années, le travail n'existera plus. D'autres disent que on va se retrouver avec plein de gens en télétravail qui seront là où ils veulent, en temps et en heure, mais qui ne viendront plus en entreprise. Enfin, pour l'instant, il y a plein de projections vers l'avenir. On ne sait pas trop de quoi demain sera fait, mais c'est vrai que... Non, bien sûr. Après, je pose cette question, mais j'attends pas. C'est ouvert, c'est ouvert. Personne ne le sait. On verra bien dans 10-15 ans ce que ce sera. C'est vrai que les jeunes de maintenant seront... Nous aussi, on est jeunes, on va pas se mentir, mais vont aussi aller comme nous dans cette phase un peu changeante. Et puis ça sera bien. Peut-être que ça sera mieux ou pas. On ne sait pas. Mais on espère que ça sera mieux. Merci en tout cas, Emeline, d'être venue et d'avoir participé à ce podcast. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Emeline de nous avoir partagé son expérience. Je tiens à vous remercier si vous avez réussi à tenir jusqu'ici et merci de suivre les épisodes de ce podcast, en espérant que cette expérience enrichisse votre vie et vous aide à ouvrir le champ des possibles. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram et maintenant sur Spotify, Google Podcasts et encore FM. Mon site internet est d'ailleurs en ligne depuis quelques semaines, alors laissez des commentaires et un maximum de pouces vers le haut. Vos encouragements sont très importants pour moi. Je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.